Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième activité de la semaine de la FAD 2024. Je m'appelle Sarah Dumais-April et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonjour à nos participants. Donc, je vois déjà que vous êtes nombreux dans la discussion. Dites-moi comment se passe votre après-midi. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, on a René Bélanger et Julie Bélanger qui sont nos modérateurs cet après-midi. Et on a également Marilyn Nadeau à la régie. Donc, j'aimerais savoir de quel endroit vous nous suivez en ce moment. C'est une question que j'aime beaucoup poser, mais en fait, toujours intéressant de voir à quel endroit dans la province là, se situent nos participants. Des fois même, c'est à l'extérieur du pays. Donc, je vois Montréal, Rimouski, UQAR Campus de Lévis, beaucoup de gens de Montréal et de Rimouski, Abitibi, Témiscamingue, la Pocatière. Donc, super. Un grand merci d'être avec nous cet après-midi. On se retrouve pour un atelier interactif propulsé par Immersion CP et qui se nomme Êtes-vous victime de sabotage organisationnel? Et pour animer cet atelier à travers lequel vous vivrez un jeu de rôle, on retrouve Félix Arguin, qui est coordonnateur pédago-numérique du projet Immersion CP à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Enseignant au secondaire depuis 20 ans, il a œuvré pendant près d'une dizaine d'années comme répondant TIC avant de cofonder Jonction Éducation, une entreprise spécialisée dans la consultation en innovation technopédagogique. Bonjour Félix. Bonjour Sarah, Et merci de nous recevoir. oui, ça fait plaisir. Et Félix sera accompagné de Constance Denis, qui est conseillère pédagogique à l'usage pédagogique du numérique à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle participe au développement et à la mise en ligne de ressources pédagogiques à l'intention des conseillers et conseillères pédagogiques de l'enseignement supérieur du Québec. Bonjour Constance. Salut Sarah. Donc, vous allez bien? Mais oui, toi? Très bien, merci. Oui, toujours heureuse de vous retrouver donc, pour un bel atelier que vous ferez en co-animation. De mon côté, je vous laisse tout de suite la place pour présenter votre atelier. Je vais être de retour à la fin pour conclure l'activité. Si j'ai bien compris, Constance, tu seras en charge d'animer la période de questions. C'est bien cela? Oui, ça a l'air qu'on accepte de me laisser les rênes un peu. Donc, je ne sais pas si on va regretter ou pas, mais bref, oui, je vais prendre ça en charge. On va te surveiller de près. Oui, et donc, évidemment, à tous les participants, on vous invite à écrire vos questions, vos commentaires dans le clavardage et autant l'équipe d'Immersion CP que notre équipe sera là pour reprendre le tout en note. Donc, je vous souhaite un très bel atelier, puis on se retrouve tout à l'heure. Merci Sarah. Merci Sarah. Avant de commencer, Constance, j'aurais envie peut-être qu'on présente Immersion CP. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas exactement de quoi il est question, alors je te laisserai présenter. Merci Félix. Donc, Immersion CP, c'est une communauté de pratique à l'intention des conseillers et conseillères pédagogiques de l'enseignement supérieur au Québec, donc autant du côté du collégial que de l'universitaire que du franco et de l'anglo. Ce qu'on propose, c'est des ateliers à raison d'environ une fois par semaine, un peu moins. Là-dedans, j'inclus ce qui est des pédagopauses. Donc, le deuxième mercredi du mois, on se rencontre pour des conversations informelles par rapport à des thématiques qui nous touchent. Et puis, on a des collaborations, une nouvelle à l'atelier qui viennent voir le jour, donc dans lequel, pendant 2 heures, on s'assoit autour d'une table virtuelle pour discuter d'un projet qui nous tient à cœur. Puis aujourd'hui, donc, c'est un atelier qu'on avait déjà donné au rendez-vous CP l'année dernière, mais aussi qu'on a donné il y a quelques semaines. Je vous envoie par la, mon Dieu, la fenêtre de clavardage, je vous envoie un article que ma collègue nous propose sur l'atelier que vous allez recevoir aujourd'hui, mais qui est légèrement différent de ce qu'on a parce qu'aujourd'hui, on savait pas combien de personnes allaient s'attaquer. Et puis, on a vu ça plus sous la forme d'une discussion. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à Immersion, on est attaché à l'Université de Sherbrooke. Et parce que l'Université de Sherbrooke, ce n'est pas juste à Sherbrooke, scoop de l'année. Il y a plusieurs campus. Moi, je suis sur le campus de Longueuil. Donc, je vois Félix à peu près 2 fois par année.
une chance. Mais blague à part, donc on a développé pas mal de choses ensemble, mais aussi de nos connaissances antérieures pour bien s'organiser, pour travailler à distance. Toutes les formations à immersion sont données en formation à distance, à l'exception du rendez-vous CP qui est le 27-28 mai prochain. Autrement, on travaille essentiellement, comme je le disais, de chez nous ou du bureau. Et donc, on a développé certains outils qu'on vous présentera aujourd'hui dans cet atelier où, au final, Félix et moi allons converser et on va vous inviter à entrer dans la danse avec nous, soit en levant la main, soit en parler le clavardage. Donc, vous verrez comment vous sentez pour intervenir avec nous, mais vous allez voir, notre style, c'est vraiment de vous laisser beaucoup de place. Donc, Félix, est-ce que c'était bon? C'était correct? Oui, c'est parfait. Belle entrée en matière pour un sujet explosif comme le sabotage organisationnel. Constance le mentionnait tantôt, le fait de travailler avec des collègues uniquement à distance, c'est certain que ça exige une espèce de réorganisation de la façon de travailler. Et si on ne prend pas soin d'être attentif à ces transformations-là, ben, on peut ouvrir la porte à un phénomène qu'on appelle le sabotage organisationnel. Donc, si on aborde le phénomène comme tel du sabotage organisationnel, on va vous présenter dans le document d'accompagnement aujourd'hui, donc, d'où est-ce que le concept émane, donc, comment c'est apparu dans le vocabulaire. On va essayer ensemble de définir le sabotage organisationnel. On va être appelé à identifier certains comportements qu'on dit saboteurs, mais surtout, on va être amené à identifier l'origine de ces différents comportements-là. Évidemment, on souhaite être capable de les désamorcer. On souhaite être capable d'intervenir avant que ces comportements-là s'installent. Et on va parler aussi, en fin d'atelier, du rôle de démineur organisationnel. Mais avant toute chose, petit rappel historique qui va nous permettre de mieux comprendre à partir de quand on parle de sabotage organisationnel. On est au milieu des années 40, les États-Unis viennent de mettre le pied dans l'engrenage de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont pas de troupes encore déployées en Europe, mais ils misent fort sur les partisans locaux pour déstabiliser le Troisième Reich. Et c'est ainsi que les services secrets américains vont développer le Simple Sabotage Field Manual, un petit guide à l'intention de la population en général qui par la force des choses, doivent composer avec une administration nazie. Et on leur suggère un paquet de petites mesures qui sont très subtiles et pratiquement indétectables, mais qui peuvent mettre beaucoup de sable dans l'engrenage. Donc, ce document-là, vous pouvez y accéder en ligne sur le site de la CIA. Il y a aussi le projet Gutenberg qui le rend disponible aussi. Un manuel qui est très intéressant, mais on va peut-être voir un peu de quoi il en est question, parce qu'à la lecture de ce petit manuel-là, j'ai fait beaucoup de parallèles avec ce qui se passe, avec ce que j'observe dans mon milieu de travail. Donc, ma chère Constance, à la lumière des 3 dernières années, j'ai décidé qu'on allait fonctionner différemment à Immersion CP. D'accord. De sorte que quand tu vas vouloir communiquer avec moi, j'aimerais que tu le fasses par les canaux officiels uniquement. Donc, valide chacune de tes communications avec notre supérieur immédiat avant de m'adresser la parole. J'aimerais aussi, lors de nos rencontres statutaires, que tu illustres abondamment par des exemples ou des anecdotes d'expériences personnelles et quelques commentaires bien choisis d'autopromotion pour justement attirer l'attention sur toi et sur ton vécu. Dans la mesure où on aura des décisions à prendre, je t'en supplie, ne bouscule rien, fais appel à des comités et fais en sorte que ces comités-là comptent au minimum 5 personnes. J'aimerais aussi que, ça c'est quand même bien implanté, augmente, si tu es capable, le nombre de questions non pertinentes. Ça pourrait être très judicieux. Si tu es capable aussi d'insister sur les mots que l'on emploie de façon
extrême pour être certain que l'on discute longtemps de tous les choix de termes qu'on va employer. C'est une bonne chose. Ah oui, ah oui, ah oui. Revenir sur les décisions qui ont déjà été réglées il y a 2, 3 semaines, ça peut être intéressant aussi. Toujours recommander la prudence. Hein? Quand vient le temps de passer à l'action, qu'on sent qu'on a tourné suffisamment autour du pot, une petite shot de prudence encore, puis c'est reparti pour un tour. Puis, ah ouais, question de prévenir les coûts. Si on est capable de s'arranger pour que chaque décision soit prise par un échelon supérieur, question qu'on n'empiète pas sur les champs de compétences de personnes, ça aussi, ça pourrait être très, très, très facilitant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Compte sur moi. J'ai déjà commencé à rédiger ma démission officielle, mais oui, oui, compte sur moi. Euh, Blague à part, ça, c'est vraiment, en fait, des exemples de sabotage qui sont, si on le veut, volontaires. Donc, tu as pris dans le discours, dans le manuel, mais là, il y a des gens qui disent que ça ressemble au gouvernement, ça ressemble à l'Assemblée générale, nationale, pardon. Mais moi, ça ressemble à certains milieux dans lesquels j'ai pu déjà travailler ou dans lesquels auxquels j'ai pu me frotter. On s'entend bien ici. C'est clair. Puis si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le cadre de fonctionnement de travail, on sent qu'il y a quand même plusieurs de ces comportements-là qui sont bien implantés dans certains milieux. On peut se poser la question, bon, en quoi est-ce que ces comportements-là contribuent à être du sabotage organisationnel? Alors, on a dans le manuel la définition suivante du sabotage organisationnel. Donc, on se rappelle le contexte de création de ce manuel-là. On dit, dans le fond, que c'est tout ce qui peut nuire, ralentir, tout ce qui est basé sur des décisions erronées, tout ce qui fait entrer le facteur humain comme étant une source de dérapage. On dit si le facteur humain est déjà présent dans des actions non volontaires, imaginez quand le facteur humain volontaire se met de la partie. Donc, on essaie d'accroître la marge d'erreur en posant des petits gestes indétectables qui vont ralentir ou carrément stopper la machine. Là, j'indique s'il était question de jeu de rôle dans la description de l'atelier. Malheureusement, vu la configuration de l'atelier et surtout le temps réduit, on n'aura pas le loisir de le faire. Cependant, je tiens à vous le présenter parce que si c'est un atelier que vous souhaitez utiliser dans le cadre de vos fonctions ou avec vos collègues, le jeu de rôle, il est inclus. Donc, vous aurez tout simplement tout le matériel en main pour mener cette activité-là. En fait, ce jeu de rôle-là, il était utilisé principalement pour dégager 4 concepts en lien avec le sabotage organisationnel. D'abord, prendre conscience que le sabotage organisationnel, ça intervient pratiquement toujours quand on est en situation de perte de contrôle. Donc, il y a souvent des motifs qui sont rattachés au comportement saboteur. Il y a aussi, quand on parle de sabotage, il y a des cibles identifiées. Il y a des moyens qu'on va privilégier et bien entendu, on s'attend à des résultats, donc il y a une portée et il y a des impacts anticipés. On va peut-être vous lancer la question dans le clavardage. Selon vous, quelles sont les formes que peut prendre le sabotage organisationnel dans votre contexte professionnel? On vous avise à l'avance de ne pas nommer de nom, mais vous avez le droit de donner des exemples. On vit bien avec le silence, on voudrait vous dire ça. Faire semblant de travailler, de l'inertie, de l'hyper-contrôle, la peur du jugement, quelqu'un qui remet en question des plans cadres sans l'avoir lu, j'aime bien. Pourquoi pas? Est-ce que la frontière de fonction en serait une? OK, oui. Est-ce que Yuen, tu veux nous expliquer un peu ce que tu veux dire? Sans GIF, s'il te plaît? Oui, ben merci Constance. Non, mais plus par rapport à, dans le fond, sortir la carte frontière de fonction quand il y a certaines choses qui sont faites dans certains services, puis que ça serait pas tel service ou ça serait pas, etc. C'est un bon exemple, je trouve. Oui, oui.
Donc, il y a des gens y a-t-il un consensus sur le concept de sabotage? Je ne parlerai pas de consensus ici. Mon côté recherche me dit que c'est pas une bonne idée de rentrer là-dedans. Mais Félix, sur la diapositive précédente, où il y a deux diapositives, a proposé celle du manuel à tout le moins. Il y a les rencontres multiples. Marie-Sarah, ça, c'est agréable. Hein? Les versions qui se multiplient, ça aussi, hein? Quand on enregistre des documents un peu partout, mais pas avec les mêmes noms, ni la peur d'avoir peur. Il faut prendre son temps pour ne pas avoir à faire d'erreurs, effectivement. Ça fait partie du plaisir aussi de travailler, d'avoir le droit à l'erreur. Les délais, les retards, les réponses à tous. Les longs fils de courriel. J'adore. Ou tu sais, la réponse de va en bas, je te recopie pas la réponse, je te fais pas un bref, là, c'est vraiment la non-communication, oui, Xavier. Lorsqu'une personne venant d'être embauchée lit les membres d'une équipe les uns contre les autres. Oh, ça semble agréable chez vous. Remettre en question des façons de faire lorsqu'elles font celles-ci fonctionnent bien pour tous les concernés. Tout à fait. La réunionite, Audrey, il va falloir que tu m'expliques ce que c'est ici. La réunionite, lorsqu'une personne est absente à une rencontre d'un comité et qu'elle remet en question, on en a parlé, ça c'est vraiment une belle façon de saboter, Audrey, merci pour cet exemple. Donc, tu es absent à une réunion, puis tu remets en question ce qui s'était passé dans la rencontre où tu es absent. C'est comment bien se faire des amis. Donc, des processus compliqués, refuser les nouvelles idées, la protection d'informations, beaucoup de réunions, se poser la même question plusieurs fois, formuler différemment, ça, Lilian, c'est agréable. Surtout quand tu ne veux pas la réponse qui t'a été faite. Mon fils de 6 ans doit avoir un doctorat là-dedans, donc ça vaut la peine de prendre l'exemple sur lui, effectivement. Donc, Félix, ici, on a identifié certains comportements saboteurs. Qu'en penses-tu? Oui, ben écoute, j'ai quelque chose à vous proposer, mais sentez-vous très à l'aise de le faire à caméra ouverte ou fermée. C'est quelque chose que j'avais reproduit dans l'atelier quand je l'avais donné au rendez-vous CP. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Et je vais nommer certains comportements saboteurs et le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas avoir de visage en tête. Donc, tout le monde, on ferme les yeux. Et là, je vais y aller avec certains termes et on va essayer de les définir aussi après coup. Premier terme, obstruction. Procédurite. Déresponsabilisation. Intransigeance. Incohérence. Opportunisme. Insistance. Complaisance et cynisme. Et là, je crois que Yoann, tu as un compte complet. En tout cas, voir ton visage, je pense que tu as vu plusieurs choses défiler dans ta tête. Ben, puis c'est normal aussi. Je pense qu'il y a certains mots qu'on associe spontanément au sabotage organisationnel. Ce qu'on va peut-être remarquer, en tout cas, je ne sais pas si, Constance, c'est le bon moment de donner des exemples, dénominalisés bien sûr, mais oui. Quand on parle d'obstruction, des fois, ce n'est pas toujours clair. Ça peut prendre différentes formes, l'obstruction. C'est vraiment une opposition tacite, mais systématique. C'est-à-dire qu'on va souvent essayer d'utiliser tous les recours à notre disposition pour justement ralentir ou s'objecter pour freiner une décision. La procédurite, je pense que ça, tout le monde sait de quoi il est question. Des responsabilisations, ça peut prendre plusieurs formes et on l'observe à tous les niveaux hiérarchiques aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire autant du niveau de la direction que du niveau sur le plancher. C'est une tendance à balayer sous le tapis, ce qui normalement devrait arriver dans notre cours. L'intransigeance, ça va. L'incohérence, ça, c'est bien aussi parce qu'on prend des décisions qui parfois peuvent être contradictoires, ce qui amène beaucoup d'incohérence. Opportunisme, ça va. L'insistance aussi. La complaisance, c'est savoir être parfaitement conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien
mais c'est jouer la carte du tout va très bien, Madame la Marquise, et on ferme les yeux là-dessus, et généralement, ça envenime encore plus. Le dernier, je le garde pour la fin parce que, en plus d'être un symptôme du sabotage organisationnel, c'est clairement mentionné dans le guide, c'est du carburant à sabotage. Autrement dit, le cynisme, en plus de vous saboter une démarche, vous êtes capable d'insuffler un vent de pessimisme dans l'équipe. Et souvent, par le cynisme, ça devient contagieux. Il y a Marie-Claude qui nous... Oui, il y a Marie-Claude qui nous fait remarquer que le cynisme et l'obstruction se ressemblent parfois. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'un qui peut se ressembler à des formes de sabotage. Beaucoup de complaisance dont on parle, effectivement. Donc, on a des exemples. Mais là, maintenant qu'on a des exemples, comme on est arrivé en sachant pas mal à quoi ça ressemblait, le sabotage, là, merci, là, on repart comme ça, rien d'autre dans notre baluchon. Qu'est-ce que tu as pour nous? Non. Ce que j'ai à vous proposer, en fait, c'est que, bon, dans la littérature, on distingue deux types de sabotage organisationnel. Il y a le sabotage conscient, le sabotage volontaire, je devrais dire, et le sabotage involontaire. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont motivées parfois par la vengeance ou par des fois d'autres motivations qui vont faire en sorte que les gens sciemment vont adopter des comportements saboteurs. Quand on s'intéresse aux sources de ces comportements-là, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, il est souvent question d'une perte de contrôle. Quelqu'un s'est fait retirer des mains un mandat qui lui était cher, quelqu'un se voit ajouter des contraintes à sa façon de procéder. Bref, les raisons, elles sont multiples, mais elles vont généralement prendre la forme, en tout cas, elles vont probablement émerger à la suite d'un sentiment d'impuissance, de frustration. Parfois aussi, j'ai marqué complexité de la tâche, on pourrait l'associer à du zèle aussi des fois, donc de dire, OK, tu m'en rajoutes tellement dans ma cour que tu penses que je suis capable de faire ça en 35 heures cette semaine. Eh bien, regarde-moi bien aller, je vais t'en donner pour 35 heures seulement. Donc, ça peut devenir ça aussi du sabotage organisationnel. Là où j'ai été surpris, c'est quand j'ai appris que l'ennui pouvait être une source de sabotage organisationnel. Autrement dit, quand on est à ce point inoccupé, qu'on a besoin de déterrer des bébites ou des trucs comme ça peut être une source de sabotage. Le sentiment d'injustice est une très, très grande motivation. L'insécurité ou la peur de représailles, ça aussi, et le sentiment de vulnérabilité, donc on n'aime pas être pris en défaut, donc on va peut-être être porté à adopter des comportements saboteurs. Mais ce que j'ai appris aussi dans la littérature, c'est que la majorité des comportements saboteurs ne sont pas volontaires. On parle de réflexes, ou en tout cas de façons de fonctionner, qui sont perçus par les autres comme étant du sabotage. Donc, le sabotage peut être lié, dans sa version inconsciente, à de la fatigue, de la surcharge de travail. Ça peut être un manque de formation. Donc, on nous a confié un mandat pour lequel on n'est pas formé, et puis là, on livre quelque chose, et là, il y a des collègues qui sont dans tous leurs états, voient une manœuvre de sabotage, alors qu'en réalité, ce n'est pas lié à ça. La peur des responsabilités, la peur de créer des conflits, ça peut être causé par un manque d'empathie ou d'écoute aussi. Et les deux derniers, moi, je les trouve intéressants parce que pour les personnes qui sont en insertion professionnelle, c'est souvent un des premiers pièges du sabotage organisationnel, c'est-à-dire on ne veut pas remettre trop en question ce qui se passe, on veut se faire accepter par les autres, donc on va se conformer, ou encore on se fait dire « Hey, c'est comme ça que ça marche ici ». Donc, voilà, ne remets pas ça en question. Il y a, Constance me posait la question ce matin, pourquoi tu as mis ça, c'est quoi Keep Talking and Nobody Explodes? C'est un jeu qui est disponible sur les Oculus Quest. C'est un jeu de déminage. En fait, ce que vous voyez, l'image que vous voyez à droite, c'est une bombe. Et la personne qui porte le casque voit cette bombe-là. Et les autres joueurs, eux, n'ont pas de casque de réalité virtuelle, mais ils ont en main un guide de désamorçage de la bombe. Donc, vous voyez les petits losanges de couleurs, vous voyez le cadran, vous voyez le gros bouton rouge, hold, vous voyez un paquet de fils aussi. Donc, dans ce manuel-là, on vous dit,
dans quel ordre appuyer sur les losanges, on vous dit dans quel ordre couper les fils, tout dépendant de la couleur des fils, on vous dit combien de secondes vous devez tenir le bouton rouge. Et ce que je me suis rendu compte, à force de jouer à ce jeu-là, c'est que plus on joue, meilleur on devient, mais je me suis posé la question, pourquoi je suis devenu meilleur à ce jeu-là? Ben, peut-être parce que j'écoute mieux, je suis capable de laisser mon stress de côté pour être capable de porter une attention particulière à ce que la personne me dit. Je suis beaucoup plus précis dans mes questions et dans mes demandes. Bref, ces petits réflexes-là que j'ai développés en jouant à ce jeu-là, je me suis dit, ben, il y a peut-être quelque chose à explorer au point de vue de l'intervention avec le sabotage organisationnel. Donc, ici, Félix, si tu me le permets, en oui. fait, tu ne me le permets pas, mais c'est pas grave, je le prends moi-même. Mais ici, tu as appris d'un jeu, mais parce qu'on va donner des conseils, là, vous nous voyez peut-être venir avec nos skis, là, mais on va donner des conseils sur comment tenter de ne pas, donc de désamorcer des comportements saboteurs. Mais nous, dans notre équipe à Immersion, nous sommes à distance. Comme je le disais, on se voit à peu près 2 fois par année, incluant notre événement annuel. Donc, ces comportements-là, on les a adoptés même si on est en formation à distance, qu'on soit dans le rôle de formateur ou dans le rôle d'accompagnateur, parce que, comme vous l'aurez peut-être deviné, l'atelier était plutôt pour des accompagnateurs, mais je vous invite, puis on va faire le lien, puisque Félix et moi sommes tous les deux formateurs, donc on pourra faire le lien aussi avec la formation à distance. Donc, c'était ça. C'était juste ça. Oui, parce que la distance crée justement certaines couches d'interprétation qui sont peut-être plus difficiles que dans une relation en présentiel, d'où la grande vigilance qui est nécessaire dans les interventions. Et là, on s'est questionné aussi à savoir, quelle est l'étape numéro 1 quand on veut intervenir sur le sabotage organisationnel? Dans les versions précédentes de cet atelier-là, une des choses qui est ressortie, c'est je ne savais pas que je pouvais avoir des comportements saboteurs. Donc, réfléchir à nos propres comportements, c'est peut-être une chose. Petite anecdote, Constance. En fait, Constance pourra vous le confirmer, je suis une personne très enthousiaste dans la vie et j'ai tendance à m'emballer. En termes moins, en tout cas, c'est pas irrespectueux, mais... On l'appelle gentiment la fée des bonnes idées, qu'on remet parfois dans sa cage. Oui, ben oui, je fais de l'innovation toxique des fois. Donc, je m'emballe tellement que j'implique un paquet de choses et des fois, j'implique mes collègues aussi, ils sont pas encore au courant. Donc, je me suis mis à réfléchir à tout ça, puis je me suis dit, ça fait quelques fois que ça arrive, peut-être que s'agit-il d'un schème. Et là, on va prendre le temps de définir ce que c'est qu'un schème, c'est-à-dire une situation dans laquelle le résultat est souvent le même. Donc, on observe les choses, on voit que, OK, quand A se produit, généralement B se produit. Ça tombe sous le sens quand on le dit comme ça, mais à l'échelle de nos propres comportements, c'est pas toujours évident de le réaliser. Donc, la première étape avant de s'attaquer au sabotage organisationnel, c'est vraiment de voir, est-ce que je fais partie du schème de sabotage? Autrement dit, est-ce que je suis le déclencheur d'une action que moi, je considère comme étant du sabotage organisationnel? Peut-être aussi, l'intervention des pairs peut être pertinente à cette étape-là. Pourquoi? Parce que des fois, notre perception des choses a besoin d'être validée. C'est-à-dire, bon, je vois que dans l'équipe, ça se passe de telle façon. Est-ce que tu as observé ça toi aussi? Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu? Donc, c'est une étape nécessaire. Le pas de recul, c'est le temps d'arrêt pour ça. Il faut surtout que ce soit dans un comité privé d'un minimum de 5 personnes pour la validation. C'est ça qu'il faut retenir ça, OK? Idéalement, si tu es capable de renvoyer la balle à tes supérieurs à chaque fois aussi, ça peut être intéressant. C'est une blague ici. Hein? Donc, effectivement, prendre le temps de réfléchir à nos propres comportements, de se questionner, de retourner peut-être dans ce qui a été décrit comme comportement, puis de se questionner à savoir est-ce que je fais ça sans le vouloir, juste parce que le climat me permet parfois de le faire. Donc, c'était une première étape, effectivement.
Deuxième étape, qui est tout aussi essentielle, c'est celle de l'écoute sans jugement. Et ça peut paraître plus facile à dire qu'à faire. Écouter sans juger, là, ça, ça exige de mettre son ego de côté parfois. Il faut surtout, puis je l'ai marqué en premier, il faut être patient. Parce que tout le monde ne s'embarque pas dans une démarche de résolution de conflit, ou en tout cas à la même vitesse. Et des fois, faut y aller par petites bouchées, mettre nos biais puis nos points de vue de côté. Et là, le point suivant, porter une attention particulière au langage de l'autre, gestuelle, intonation, termes employés. Et Constance, tu me disais qu'à distance, ça pouvait revêtir une importance particulière. Ben oui, puis au final, ça se fait. Tu sais, le langage, on parle parfois, on se dit, ah, tu sais, c'est difficile de lire le nom verbal des gens parce qu'on est à distance. Moi, je n'y crois pas. Il faut savoir que je suis une fervente défensrice de la formation à distance. Donc, de demander à la personne avec qui on veut avoir cette relation-là, cette écoute-là, de potentiellement fermer son deuxième écran, exactement ce que je suis pas en train de faire parce que je lis le clavardage, mais de regarder la caméra, donc de l'ajuster à la hauteur des yeux, de vraiment avoir une conversation avec cette personne-là. Puis, vous pouvez porter une attention à la gestuelle de la personne, c'est-à-dire que si vous la regardez, vous la voyez reculer, là, c'est peut-être un signe que, ah, j'ai touché quelque chose de sensible. Donc, soyez sensible, regardez comment elle réagit à ce que vous lui dites. Puis ça peut être vraiment des petites choses comme ça qui vont vous assurer d'avoir une écoute sans jugement, justement. Tu es en train de me dire que si c'est peut-être pas un hasard, si à chaque fois que j'arrive à mon point à l'heure du jour, les collègues se lèvent pour aller aux toilettes systématiquement. Peut-être. Et on est dans un schéma ici. Bon. OK. Donc, oui, entretenir une communication non verbale positive, c'est-à-dire le contact visuel, posture ouverte. Commencez pas à trier vos courriels pendant que la personne vous confie ce qui lui pose problème. C'est important d'être au summum de la concentration. Troisième étape, qui est aussi une étape cruciale, c'est celle d'exprimer avec courage ce qu'on a observé et ce qu'on souhaiterait voir modifié. Ça a l'air de tomber sous le sens, mais choisir le lieu et le moment, c'est quand même c'est une tâche délicate. C'est une tâche délicate parce que c'est parfois le genre de discussion qui se glisse mal entre deux réunions. Il faut se prévoir un bon tampon là, pour être capable d'aborder ces sujets-là au cas où la conversation se poursuivrait. Puis le lieu aussi, bon, à distance, ça peut toujours se faire, mais en présence, il y a toujours un petit plus aussi. Donc, quand on est capable de privilégier la relation directe, quand c'est possible, on le fait. Sinon, ben, on essaie d'être le plus conciliant possible pour ce qui est du moment. Être précis dans la formulation des questions ou des commentaires. Je reviens avec mon histoire du jeu tantôt. C'est pas trop long hein, quand on joue à ce jeu-là, à Keep Talking and Nobody Explodes, que la moindre subtilité manquante, la moindre petite erreur de formulation fait exploser la bombe. Ben, on est parfois là aussi. Donc, le choix d'un terme, l'emploi d'un tu accusateur au mauvais moment ben, peut justement mettre le feu aux poudres. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut être capable de questionner sans blâmer la personne et toujours se rattacher aux objectifs communs. C'est-à-dire, on est dans la même équipe de travail, ça présuppose qu'on a des objectifs en commun et c'est toujours à ça qu'il faut se rattacher. Essayez de faire preuve d'empathie et essayez de nommer les sentiments de part et d'autre qui sont ressentis. Donc, j'entends que toi, tu te sens comme ça, Constance, c'est parfait. Moi, je me sens plutôt comme ça. Donc, ça fait référence aussi, on n'a rien inventé, là, mais la communication efficace, ça s'inspire un peu de ça. Est-ce que tu allais ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est des conseils qu'on vous propose qui sont tirés beaucoup de notre expérience aussi. Hein. Parler avec courage, quand on voit que notre collègue est en train de prendre des décisions, je nommerai personne ici, mais et qu'on n'a pas l'impression que c'est les bonnes décisions. Ça demande du courage de dire à quelqu'un, je pense qu'on s'en va pas au bon endroit.
quel est notre objectif commun, de revenir au cœur de cet objectif-là, de s'assurer qu'on le partage encore, puis de faire preuve de courage dans l'idée de le nommer. Moi, je trouve que c'est tout à propos quand on veut éviter du sabotage éventuel. Puis ça permet aussi d'aider nos collègues à éviter des problèmes qui seront de plus grande envergure éventuellement. Merci, Effectivement, Constance. il y a Yoann qui dit que ça ressemble aux étapes de la communication non violente, effectivement. Effectivement. Dernière étape, agir en concertation. C'est-à-dire que le fardeau de l'action doit être partagé. Quand on veut transformer quelque chose, ben, c'est dur de se concentrer juste sur soi, de dire moi je vais changer, alors qu'il faut vraiment que chacun y mette du sien. Donc, l'importance d'impliquer chaque personne, l'importance de se doter d'outils communs. On remarque que le sabotage organisationnel, c'est un phénomène qu'on observe quand le milieu est déjà défaillant. Autrement dit, quand les outils sont défaillants, c'est facile d'aller ajouter un grain de sable pour le faire déraper davantage. Donc, remettre en question les outils qu'on utilise ou les façons de faire, clarifier ou actualiser les procédures ou les marches à suivre, et surtout adopter des façons de faire qui respectent le jugement, l'intelligence, les forces et les contraintes de chacun. On a beau se donner un cadre réglementaire, dire maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais je pense que si chacun se laisse le droit aussi de dire ben, je fais confiance à ton jugement, je fais confiance à ton intelligence, puis gardons ça comme balise. De cette façon-là, c'est des pistes d'action qui sont communes et qui ont pas mal plus de chances d'être respectées. Et là, avant que tu ajoutes quelque chose. Non! OK, je te laisse y aller. Non, mais il y a Marie-Sarah qui disait j'avoue que des fois, je commence mes phrases par je ne veux pas remettre en question ce qui a déjà été décidé, mais qu'elle se sentait coupable. En fait, ici, je trouve que c'est un bon exemple, justement, d'agir en concertation. C'est-à-dire que si on questionne la procédure, c'est de s'assurer qu'on implique chaque personne dans cette dite procédure-là, qu'on s'assure, est-ce qu'on a un outil commun pour prendre des notes, par exemple? Est-ce que c'est la bonne procédure? Moi, j'ai peut-être une meilleure procédure parce que si on les remet jamais en question, on n'aura jamais non plus d'amélioration dans ces procédures-là. Donc, je trouve qu'il y a peut-être une limite entre le sabotage, mais aussi la remise en question. Puis que si c'est une saine réflexion, ça vaut la peine d'aller dans ce sens-là. Vas-y, Félix. Oui, bien, en fait, j'allais donner un exemple parce que Mme Constance Denis, entre les soupers de cabane à sucre de la garderie et les activités scolaires et ses 3 enfants, elle fait des procédures. Donc, je vous présente la méthode Denis. La méthode Denis, en fait, je taquine ma collègue, mais c'est vraiment une méthode géniale. En fait, on travaille avec une documentation centralisée, on travaille beaucoup avec Teams, et de travailler avec ces outils-là font en sorte qu'on utilise des logiciels communs. Et dans nos rencontres statutaires, on a intégré la méthode Denis, qui est si on y va lettre par lettre, donc une documentation combinée, c'est-à-dire ça ne donne rien de dédoubler les documents. Pourquoi faire un ordre du jour et un procès-verbal alors qu'on peut faire le même document? Donc, on bâtit l'ordre du jour qui devient un procès-verbal collaboratif pendant la rencontre. Économie d'explication. Vous allez le voir tantôt sur le modèle que je vais vous présenter. Dans chaque résumé, je vais juste faire un petit saut en avant, juste pour que vous puissiez voir. Donc, si je prends la deuxième colonne, éléments à aborder, vous voyez, il y a bilan et il y a à discuter. La portion bilan reprend les renseignements qu'on souhaite communiquer à l'équipe, c'est-à-dire, sous tel sujet, on a avancé cette semaine tel aspect, tel aspect, tel aspect. Il restera à confirmer ça, ça, ça. Dans la portion à discuter, c'est vraiment les questions qui relèvent de l'équipe. J'aimerais avoir votre avis au sujet de telle chose. Croyez-vous que ce serait pertinent si? Donc, en déterminant une zone bilan puis une zone de discussion, on décourte les rencontres considérablement. N pour navigation partagée, c'est-à-dire que si je reviens à mon exemple, il y a plusieurs
thème. Et les initiales que vous voyez là, c'est le nom des personnes qui vont prendre en note le fil de discussion, en fait, ce qui va s'être dit durant ce point-là. Ça permet à la personne qui anime le point justement de prendre le contrôle sur cette partie-là de la statutaire, et ça fait en sorte que la tâche de secrétariat est répartie sur l'ensemble de l'équipe et non pas le fait d'une seule personne. Intégration de références en hyperlien. Donc, tous les documents qui sont nécessaires à la bonne compréhension de l'ordre du jour sont mis en hyperlien. S'il y a des liens vers des sondages ou des liens vers des inscriptions, bref, tous les documents de référence, on les ajoute en hyperlien. Et là, je me suis permis de mettre CTRL-K en parenthèse. Il y en a qui ne le savent pas. CTRL-K, c'est un peu comme CTRL-C, CTRL-V, sauf que c'est fait pour insérer des liens directement sur le texte. Donc, vous surlignez votre texte, vous faites CTRL-K en ayant préalablement copié votre lien et ça va le coller automatiquement. Synchronisation et suivi facilité. Donc, on peut attribuer des tâches directement dans le procès-verbal, c'est-à-dire que si à la lumière des discussions, il y a des décisions qui sont prises, on peut en attribuer la responsabilité directement à des gens et ça devient super facile de faire le suivi après coup. Je ne sais pas si vous voyez, on parlait d'hyperlien tantôt. Donc, on a le lien vers le fameux dernier procès-verbal. Et ça, c'est une des tâches qu'on a, c'est d'aller vérifier l'ancien procès-verbal pour voir s'il y a des points de suivi à faire, à ajouter au bilan. Donc, voilà qui est un exemple de la méthode Denis. J'ai malheureusement pas le lien d'un Canva sous la main, mais je pourrais remettre à Sarah un document vierge si vous voulez vous en inspirer pour vos futures rencontres d'équipe. Félix, si tu me permets de revenir un petit peu en arrière. Bien sûr. Là, on se fait plaisir là, avec la méthode Denis, là, mais ça ne s'appelle pas comme ça pour vrai, là, on s'entend bien ici. L'idée étant que, pour ma part, là, je vais parler pour moi, je me posais la question à savoir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas si bien que ça, les rencontres d'équipe? Pourquoi on arrive juste à faire 3 points, et que les autres, les points après, ben, on n'en parle pas, puis qu'on n'est pas, efficace. Puis, tu sais, dans le premier point dont on parlait tout à l'heure pour contrer le sabotage, de se remettre en question, puis de se poser, est-ce que je fais partie du sabotage? Bien, c'est là que je me suis rendu compte que ça ne devait pas être la meilleure façon de reconduire nos statutaires. Puis c'est pour ça que j'en suis venue à ce modèle-là, que j'ai proposé à mon équipe, qu'on a amélioré, puis qui est devenu le modèle qu'on utilise. Mais l'idée de chaque personne prend des notes, donc ça ne repose pas à, ben, Yoann, cette semaine, ça va être toi qui vas prendre les notes encore une fois. Ou tu sais, il n'y a pas personne qui est la secrétaire de tout le monde. On rédige tous des points, donc on s'assure que tout le monde est très conscient. Souvent, dans la fenêtre de clavardage, on a calculé, mais ce point-là devrait durer 10 minutes. Donc, à E50, on devrait avoir terminé. Donc, souvent, je ne sais pas si tu veux ramener à l'autre fenêtre, Félix, tu sais, souvent, on va avoir dit, par exemple, ben, à E15, il faut avoir terminé. Donc, à E13, je vais dire, ben, il reste à peu près 2 minutes pour faire ce point-là. Puis quand on se rend compte qu'on étire plus, ben souvent, c'est parce que c'est une discussion qu'il faut que 2 ou 3 personnes impliquées uniquement, pas 5, pas 10. On n'a pas besoin d'être tous là à s'asseoir et à regarder. Donc, ce que moi, je vous invite à faire, peut-être dans la fenêtre de clavardage, ce serait le fun, mais c'est quoi un point sur lequel vous pensez qu'il y a du sabotage organisationnel, sur lequel vous avez du pouvoir, vous avez une prise qui pourrait potentiellement vous avoir une possibilité d'amélioration, mettons. Donc, Félix, je te laisse terminer pendant que je laisse les gens de discuter. Oui, effectivement, il y a Karine qui nous dit qu'on peut mettre des drapeaux. Nous, on fait des A commerciales avec nos noms et ça nous attribue des tâches qui vont aller dans nos adresses courriels. Donc, directement, on a ces tâches-là qui nous sont attribuées d'une fois à l'autre. Donc, je répète ma question. Est-ce qu'il y a des éléments dans votre pratique, dans vos formations où ça fonctionne moins bien? Il y a un petit grain de sable dans l'engrenage et que vous pensez que vous pourriez avoir quelque chose à améliorer pour éviter le sabotage. Donc, je laisse Félix poursuivre. Donc, quelques pratiques qui contribuent à prévenir le sabotage organisationnel. Et là, je sais que ce n'est pas toujours évident dans tous les milieux. On
on a des pratiques qui diffèrent d'un établissement à l'autre et parfois, il y a des mesures comme celles que je vais proposer qui sont plus simples à mettre en place que d'autres. Mais c'est certain que d'avoir un système pour centraliser l'information, c'est vraiment, vraiment aidant. Je sais pour avoir discuté avec une collègue qui me disait que elle est encore prisonnière, parce que j'appelle ça prisonnière, d'un serveur local où on ne peut pas être plus que deux personnes. En fait, on ne peut pas être plus qu'une personne dans un document. Donc, les modifications doivent se faire une personne à la fois. Et une fois que les modifications sont faites, on doit marquer nos initiales au bout du document pour dire que on est finalement, on a fait les modifications nécessaires et ça donne une chaîne de travail absolument décourageante. Et parfois, on est même obligé de recommencer parce qu'il y a des parties du document qui ont été effacées. Bref, ce n'est pas une gestion très efficace. Et ça peut justement contribuer à envenimer certaines pratiques. Donc, centraliser l'information, ne serait-ce que pour un dépôt documentaire, d'avoir justement un logiciel comme Teams qui permet l'échange en direct, la communication rapide, qui n'est pas embourbée dans la procédure d'un courriel habituel, donc où on peut échanger rapidement, c'est une très bonne méthode. Utiliser les documents collaboratifs, et là, tous les documents ne sont pas collaboratifs à la même hauteur. Moi, Constance le sait, mais je suis un ancien partisan de Google, donc les documents collaboratifs de Google, à mon avis, sont beaucoup plus faciles à utiliser que les documents Microsoft. Mais bon, je m'habitue tranquillement. C'est quand même mieux qu'un document fixe. Et ça, c'est une bonne pratique à y avoir. Et à toutes les fois où vous avez la chance d'utiliser un document collaboratif, faites-le. Si vous savez que vous allez collaborer avec quelqu'un, il n'y a aucune raison pour que vous ayez vos documents chacun de votre côté. Utiliser le système d'assignation dont Constance parlait tantôt avec le A commercial permet d'envoyer les tâches directement aux adresses courriel. C'est une excellente pratique à développer. On a aussi, de notre côté, utilisé un calendrier électronique personnel et commun, c'est-à-dire ne serait-ce que pour connaître les journées de vacances des collègues, ne serait-ce que pour savoir quand est-ce que telle personne va être rencontrée par un collègue. Donc, on a une meilleure vue d'ensemble de ce sur quoi les gens de l'équipe travaillent de cette façon-là. Et à chaque fois qu'il y a un comité, parce qu'un comité, c'est toujours un mal nécessaire, je fais des blagues, des fois les comités sont très stimulants, mais c'est important que chaque comité ait un responsable actif et qu'il y ait un agenda précis, qu'on sache exactement sur quoi le comité va travailler et qui va être, en bout de ligne, responsable de ce comité-là. Constance, est-ce que tu as des nouvelles du côté du clavardage? Est-ce qu'on a des réponses qui sont sorties? Non, ben il y a Marie-Josée, merci, qui me dit des tableaux de suivi de projet pour la gestion des équipes. Effectivement, c'est une belle façon de gagner un peu de temps puis de s'assurer que c'est un outil qui est agréable. Puis autrement, il y avait Annie qui disait que lors de rencontres d'équipe, inviter les personnes participantes à prendre la parole seulement lorsqu'elles ont de l'information supplémentaire à apporter à un point d'information plutôt que de partager des opinions personnelles. Sauver du temps égale gagner en efficacité. L'idée, c'est de gagner en efficacité, mais aussi de garder le tout agréable. Si on retourne dans pourquoi on fait du sabotage, Félix disait, tu sais, l'ennui, je comprends pas. Ben moi, je suis la principale personne qui va saboter par ennui, honnêtement. Tu sais, quand il y a un peu de manque de quelque chose, on dirait que j'ai chassé le naturel et il reviendra au galop. Mais blague à part. Oui, un gift battle à la fois. Sans faire, tu sais, souvent, quand on va avoir de la fatigue, un manque de formation ou la surcharge de travail, c'est un exemple d'éléments. Ah, Harold, je suis dans les aveux aujourd'hui, croyez-moi. Il reste une dizaine de minutes. Nous, de notre côté, on avait fini, mais on aimerait ça vous entendre sur qu'est-ce que ça vous fait vivre par rapport à ce qu'on vous a présenté de façon très express. On s'entend bien ici. Là. Habituellement, on prend le temps d'utiliser Figma, par exemple, pour qu'on puisse détailler les situations, mais aujourd'hui, on avait envie de faire ça un petit peu plus rondement. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des choses à partager par rapport à ce qu'on a pu vous partager. Il y a Marie-Claude qui disait « La gestion de la réalisation des tâches n'est pas toujours simple, ça peut créer des irritants. » Effectivement. Donc, il
faut se souvenir qu'on est tous entre adultes habituellement, en tout cas, à moins que vous ayez des mineurs avec vous dans vos équipes. Pas de jugement ici, mais l'idée étant qu'on peut faire confiance aux gens puis on peut leur proposer des outils. Donc, Yuen propose de postuler à Immersion vu que je pars. Donc, Benoît, le sabotage, au fond, c'est en partie la perception qu'on en a. Oui? Qu'est-ce que tu en penses, Félix? Bien, tout à fait. Parce que je vais juste reprendre mon exemple avec l'innovation toxique. Proposer des idées, c'est bien, mais pas respecter le rythme des autres quand on propose ces idées-là, ben c'est là que ça peut poser problème. Puis dans ma perception à moi, moi, je proposais ces choses-là, je me disais, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris le bon sens derrière tout ça? Comment ça se fait qu'ils ne voient pas les mêmes choses que moi? Comment ça se fait qu'ils sont toujours les deux pieds sur le frein? Donc, dans ma tête, le problème vient d'ailleurs, vient des autres. Donc, d'où l'importance de s'arrêter, d'où l'importance de faire ce fameux pas de recul-là, prendre conscience de quel est le schéma dans lequel je me trouve. Constance, tu as l'air vraiment concentrée. Bien, il y a Harold qui pose la question à savoir que peut faire l'employeur pour éviter le sabotage organisationnel. Donc, ben, en fait, je pense que, on l'a mentionné un petit peu plus tôt dans l'atelier, le sabotage, son terreau fertile, c'est l'absence de contrôle. Donc, les gens qui veulent, au contraire, essayer de resserrer la vis, de rendre ça encore plus difficile, ça peut exacerber le sabotage. Par contre, c'est important aussi de mettre ses attentes claires, de dire, vous êtes une équipe de travail et votre objectif, c'est ça. Maintenant, prenez les moyens d'y arriver. Parlez-vous. Au-delà du contrôle, je pense qu'il y a aussi la liberté, la confiance que l'employeur peut placer en nous, puis nous expliquer, nous ramener toujours à l'objectif commun. Félix en parlait. Plus on a un objectif commun explicite, plus ça va être facile pour nous, en tout cas, à mon humble avis, là, de nous concentrer sur ces tâches-là. Puis Félix le rappelait aussi, si vous travaillez 35 heures, j'avais une collègue qui me disait, ben parfait, vous travaillez 35 heures semaine, vous gardez à peu près 1 heure par jour pour faire des courriels, je vous propose telle formation. Donc, au final, vous allez pouvoir uniquement travailler 25 heures pendant la semaine. Là, je dis n'importe quoi en s'entend ici. Là. Donc, je vais m'assurer que les tâches que vous faites, ça soit faisable en 25 heures. Donc, de s'assurer d'avoir une honnêteté, puis on parlait de parler avec courage, bien justement, d'ouvrir cette discussion-là, puis de s'assurer que le bien-être de tout un chacun puisse être respecté pour éviter que ce soit des comportements de saboteurs qui soient conscients et inconscients. On a deux questions très intéressantes. La première, est-ce qu'on sabote davantage parfois en essayant d'éliminer les sabotages? J'aurais envie de vous répondre, tout dépend de la façon dont on essaie de désamorcer les sabotages. On l'a vu, c'est un processus qui peut être long, il faut être patient, il faut mettre beaucoup du sien, il faut avoir beaucoup de bonne volonté. Il n'y a pas de recette magique. Mais oui, c'est certain que si on veut forcer les choses, il y a des risques de dérapage. D'ailleurs, Karine ajoute à ça, est-ce que quand ce n'est pas fait de façon subtile, le sabotage peut devenir du harcèlement? Tout à fait. Tout à fait. Dans les manifestations, on avait relevé l'insistance. L'insistance et le harcèlement, c'est deux choses qui vont de pair habituellement. Il y a Marie-Josée qui, tu as tellement raison, Constance, ça j'aime ça. Remplacer un ou une collègue en maladie est bien du sabotage. Oui, parfois, quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, puis ça, je pense que d'être honnête sur les attentes, puis sur comment ça va se passer, puis éviter le statu quo, éviter l'acceptation. Tout le monde fait ça comme ça quand on pose des questions. Il y en a Marie-Sarah qui, je sais que ça a déjà probablement été, mais tu sais, quand on accueille une nouvelle personne, juste de lui réexpliquer, puis potentiellement de prendre ce temps-là pour se re-questionner sur nos procédures, je pense que c'est simplement sain. Cyril, dans les approches collaboratives, un des objectifs est d'instaurer un climat de bienveillance qui permette ensuite à chacun de s'exprimer ce qu'il ou elle comprend, d'attendre et de participer ensuite de façon constructive. Effectivement, je pense que c'est juste sain, puis c'est un apprentissage qui est je vais verser une petite larme, mais qui est pour toute la vie, puis qui sème dans toutes nos sphères de la vie. Tu sais, quand on apprend à réfléchir à nos propres comportements, ça peut aider aussi dans la coparentalité, par exemple, ou dans nos relations avec les gens en général. Donc, je pense que c'est
4 éléments sur lesquels, qui ne sont pas sorciers, on n'a pas réinventé la roue ici, mais qui peuvent nous permettre de se poser des questions sur est-ce que je fais du sabotage ou pas. Puis on en fait tous un peu, je pense, hein, Félix? De façon inconsciente, bien entendu. Mais oui, ça nous arrive. Ça nous arrive. Il y a Belkacem qui résume ici, à mon humble avis, la communication serait un démineur expert du sabotage. Donc, effectivement, le sabotage devant un processus de communication ouvert et bienveillant, c'est pas un sabotage qui va avoir les coups des franches. Autrement dit, être capable d'instaurer ce climat de bienveillance-là et surtout d'implication. Si on est capable de tous se rallier derrière l'objectif commun, c'est sûr et certain qu'on n'a plus intérêt personne à mettre des bâtons dans les roues. Effectivement. Donc, Sarah, nous, ça aurait fait le tour. Je ne sais pas si vous pouvez continuer à nous écrire dans la salle de clavardage. Je vous invite aussi à aller visiter le site d'Immersion, puis à nous écrire si jamais vous avez envie de continuer à en discuter. Ça va nous faire grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Félix et Constance. On l'a vu dans la discussion, les gens ont vraiment apprécié votre atelier. C'était super intéressant. Donc, merci également aux participants de votre présence et de votre participation. Je vous partage quelques petites informations. Laissez-moi une petite seconde. Voilà. Donc, je vous invite fortement à aller remplir le formulaire d'appréciation des activités. Vous avez le code QR ainsi que le lien à l'écran. Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez réclamer votre badge de participation à la fin à la semaine de la FAD. On a également un badge d'animation pour nos animateurs. Donc, vous avez le code QR à l'écran ainsi que le lien. Tout ça est également disponible sur notre site web et c'est une belle collaboration avec le cadre 21. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui font en sorte que cette belle semaine-là soit possible, sans oublier la participation financière du ministère de l'Enseignement supérieur.